Bonjour la famille, bienvenue sur Stories with Madesi. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un j'aime, cela nous va droit au cœur. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures histoires. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous, nous plongeons dans l'histoire. Rose Dlamini naquit par une soirée humide de Johannesburg, dans le petit logement des domestiques niché derrière le vaste manoir des Mététois, à Santon. Sa mère, Lynn, travaillait comme cuisinière pour la famille. Elle vivait constamment entourée par les arômes de ragoûts mijotés et d'épices fraîchement moulues, des odeurs qui s'imprégnèrent dans les souvenirs d'enfance de Rose comme de chaleureuses empreintes. Leur chambre était à peine assez grande pour un lit, une minuscule commode et une vieille bouilloire qui sifflait trop fort, mais Lynn s'arrangeait toujours pour qu'on s'y sente en sécurité. Elle fredonnait de vieilles berceuses zoulou en baignant Rose dans une bassine en plastique, murmurant « Ma fille, ce monde est vaste, mais tu grandiras assez pour le remplir. » De l'autre côté de leur porte, le bruit des servantes qui s'affairaient, des jardiniers arrosant les pelouses et les rires lointains de la famille Mététois se fondaient dans le rythme quotidien du domaine. Dès son plus jeune âge, Rose apprit à vivre dans l'ombre de la richesse, assez près pour la toucher, mais à jamais séparée par le devoir, la hiérarchie et des lignes invisibles tracées bien avant sa naissance. Pourtant, même enfant, Rose sentait qu'elle n'appartenait pas totalement à ce petit monde où le destin l'avait placée. La nuit, elle regardait les grandes fenêtres du manoir briller comme des miroirs dorés, se demandant à quoi ressemblait la vie de l'autre côté. Parfois, elle se faufilait jusqu'aux marches arrière de la cuisine pour regarder les voitures de luxe franchir les grilles, leurs moteurs ronronnant comme des chansons lointaines qu'elle reconnaissait sans savoir pourquoi. Lynn remarqua sa curiosité et la mit doucement en garde, « Ne regarde pas trop longtemps, ma Rose. Ce monde n'est pas le nôtre. » Pourtant, Rose ne pouvait s'en empêcher. Elle sentait quelque chose l'attirer, un désir qu'elle ne pouvait nommer. Et même si sa vie avait commencé dans l'étroitesse des dépendances, elle portait en elle un espoir silencieux et inexplicable, l'espoir que la vie lui réservait autre chose que de récurer des sols et de vivre derrière des murs construits pour la garder petite. Adam Mététois avait 7 ans la première fois qu'il s'aventura derrière le manoir sans sa nounou sur les talons. Sa mère recevait des invités cet après-midi-là, et l'effervescence de la maison lui offrait l'occasion parfaite de disparaître vers les parties les plus calmes du domaine. C'est là qu'il la vit, la petite Rose, assise par terre sous le goyavier, traçant des formes dans le sable avec un petit bâton. Sa robe était délavée, ses pieds poussiéreux, mais quelque chose dans la concentration de son visage l'attira. Il s'approcha lentement, curieux. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-il. Rose leva brusquement la tête, surprise que le fils de la riche famille lui adresse la parole. « Je dessine, juste, » murmura-t-elle, incertaine d'avoir le droit de lui répondre. Adam s'accroupit près d'elle et sourit. « Je peux dessiner aussi ?» Cette simple question brisa toutes les barrières que les adultes tentaient d'ériger entre eux. À partir de ce moment, une étincelle douce jaillit entre eux, quelque chose d'innocent et de fragile. Rose hésita d'abord, se rappelant les avertissements de sa mère de rester loin des enfants de la grande maison, mais Adam ignorait toutes les règles. Il dessinait des formes tordues qui la faisaient rire, cueillait des feuilles pour décorer leurs œuvres de sable et posait des questions auxquelles elle ne savait trop quoi répondre. Lorsque Lynn appela Rose, Adam la regarda courir vers la porte de la cuisine, sentant le premier tiraillement inconnu dans sa poitrine. Il ne connaissait pas son nom à l'époque. Il savait seulement que la petite fille derrière la maison ressemblait à une partie secrète du domaine, une partie vers laquelle il voulait revenir encore et encore. Au fil des mois qui devinrent des années, l'amitié secrète de Rose et Adam s'épanouit tranquillement derrière les murs du manoir. Ils se retrouvaient sous le goyavier presque tous les jours, après l'école pour Adam et après les corvées pour Rose. Ils grimpaient au manguier derrière la buanderie, se mettant au défi d'aller plus haut, riant à perdre haleine chaque fois qu'une branche tremblait sous eux. Rose montra à Adam comment sucer le nectar des fleurs rouges près de la clôture. Adam montra à Rose le passage secret derrière l'abri de jardin qui menait à l'atelier abandonné de son père. Ils vivaient dans deux mondes différents, mais s'en était construit un petit juste pour eux, où les classes sociales n'importaient pas, et où la seule chose qui existait était la chaleur entre eux. Lorsqu'Adam échoua à un examen scolaire, il trouva Rose qui l'attendait sous l'arbre. « Ce n'est pas grave, » lui dit-elle doucement. « La prochaine fois, tu feras mieux. » Sa confiance en lui valait mieux que tous les éloges de ses tuteurs. Leur lien devint si naturel qu'ils cessèrent de remarquer à quel point il était inhabituel. Rose se sentait en sécurité avec lui d'une manière qu'elle ne ressentait avec personne d'autre. Adam, quant à lui, se retrouvait à fuir ses leçons,
impatient de partager sa journée avec la fille qui semblait le comprendre mieux que quiconque dans le manoir. Parfois, Lynn les regardait par la fenêtre de la cuisine et soupirait, déchirée entre l'inquiétude et la tendresse. Le personnel chuchotait, ces deux-là deviennent trop proches, mais les enfants ne comprenaient pas le poids de tels mots. Ils ne connaissaient que les rires, les secrets partagés et le réconfort presque magique d'avoir quelqu'un qui rendait le monde plus doux. Kelly Mettais-toi, la mère d'Adam, avait toujours été pointilleuse sur le maintien de l'image familiale. Elle croyait que la distance entre sa maison et le personnel maintenait l'ordre. Alors, lorsqu'elle aperçut Adam et Rose cueillant des goyaves ensemble un samedi matin, son visage se crispa brusquement. « Adam » lança-t-elle, s'avançant d'une voix qui fit sursauter les deux enfants. « Qu'est-ce que tu fais ici derrière » Adam déglutit nerveusement. « On jouait, c'est tout. » Les yeux de Kelly balayèrent Rose, son expression durcissant avec une hostilité silencieuse. « Cette zone n'est pas pour toi, dit-elle froidement à la jeune fille. Va aider ta mère. Rose baissa les yeux et se précipita à l'intérieur, le cœur battant douloureusement dans sa poitrine. Adam fixa sa mère, confus et bouleversé. « Pourquoi Rose ne peut pas jouer avec moi » demanda-t-il doucement. Kelly soupira sèchement. « Parce qu'elle n'est pas ton égale. » Fred, le père d'Adam, remarqua la tension plus tard cet après-midi-là. Quand Kelly lui fit part de leurs petits problèmes, il le balaya d'un revers de main. « Ce ne sont que des enfants, dit-il. Laisse-les jouer. » Mais l'expression de Kelly resta rigide, ses lèvres pincées par des inquiétudes non dites. « Tu ne comprends pas, répondit-elle fermement. Il est l'avenir de cette famille. Elle est une distraction. » Malgré ses avertissements, Adam continua de s'éclipser pour voir Rose, bien que plus prudemment désormais. Rose sentait le changement d'atmosphère et essayait de garder ses distances, mais Adam la trouvait toujours, insistant, « Je me fiche de ce qu'elle dit. Tu es mon ami. » Pourtant, l'ombre de la désapprobation de Kelly commença à s'infiltrer dans leur monde autrefois insouciant, semant des graines de peur qu'aucun des deux enfants ne comprenait pleinement. Lorsque Rose eut 14 ans et Adam 15 ans, l'innocence de l'enfance avait évolué vers quelque chose de plus doux et de plus profond. Leur conversation s'étirait, remplie de rêves et de peurs qu'ils ne partageaient avec personne d'autre. Une fin d'après-midi, alors que le soleil doré filtrait à travers les feuilles de goyavier, projetant des ombres chaudes autour d'eux, Rose parla timidement de son envie de devenir écrivain un jour, ses doigts triturant nerveusement l'ourlet de sa robe. « Je veux raconter des histoires sur des gens comme ma mère, dit-elle. Des gens que personne ne voit. » Adam écoutait attentivement, les yeux pleins d'admiration. « Je pense que tu seras incroyable, dit-il. Tu vois le monde différemment. » Quand elle le regarda avec surprise, il ajouta doucement, « Tu me donnes envie d'être meilleur. » Il confessa son rêve de devenir médecin, inspiré par son grand-père. « Je veux aider les gens, Rosie, vraiment les aider. » Alors que le ciel s'assombrissait, Adam prit sa main, un geste qui les choqua tous les deux. « Promets-moi quelque chose » demanda-t-il doucement. Rose hésita. « Quel genre de promesse ?» Il la regarda avec une rare vulnérabilité. « Promets que quoi qu'il arrive, tu ne m'oublieras pas. » Rose sentit une boule monter dans sa gorge. « Comment pourrais-je jamais t'oublier » murmura-t-elle. Adam serra sa main. « Alors nous resterons dans la vie l'un de l'autre, pour toujours. » Le vent bruissa à travers les feuilles comme pour sceller leur promesse. À cet instant, sous leur goyavier bien-aimé, deux jeunes cœurs se liaient sans le savoir à un avenir qu'aucun des deux ne pouvait imaginer, et à une douleur qu'ils ne soupçonnaient pas. La nouvelle tomba soudainement par un matin frais de juillet, lorsque les parents d'Adam le convoquèrent dans la salle à manger. La voix de Kelly était inhabituellement enjouée lorsqu'elle annonça « Adam, tu pars pour le Royaume-Uni le mois prochain. Une école prestigieuse t'a accepté. » Les mots claquèrent comme une gifle. Adam la regarda, confus. « Le mois prochain ? Mais je ne suis pas prêt. Je n'ai pas dit que je voulais partir. » Fred posa une main ferme sur son épaule. « C'est une opportunité dont beaucoup rêvent. Tu nous remercieras plus tard. » Adam sentit la pièce se refermer sur lui. Il savait ce que cela signifiait. Il allait devoir quitter Rose. Cet après-midi-là, il courut vers les dépendances, les larmes brûlant ses yeux. Rose balayait les marches arrière quand elle le vit. « Adam, qu'est-ce qui ne va pas ?» Il attrapa sa main et l'entraîna vers leur goyavier, à bout de souffle. « Je pars » murmura-t-il. « Mes parents m'envoient au Royaume-Uni.
Rose se figea. Quand, chuchota-t-elle. Le mois prochain, répondit-il, la voix brisée. Elle couvrit sa bouche alors que les larmes emplissaient ses yeux. Mais. Et nous? Adam secoua la tête, impuissant. Je ne sais pas. Je ne veux pas ça. Ils restèrent assis en silence, chaque mot plus lourd que le précédent. Finalement, il dit, promets que tu m'écriras. Chaque semaine. Rose renifla, hochant la tête. Je le ferai, je le jure. Adam reprit sa main. J'écrirai aussi. Je ne t'oublierai pas. Ils s'étreignirent fermement, pleurant sous l'arbre où ils avaient construit leur enfance. Quand ils se séparèrent enfin, Rose murmura, reviens pour moi, d'accord? Adam hocha la tête avec une respiration tremblante. Je reviendrai. Mais aucun des deux ne comprenait à quel point le destin et certaines mains allaient être cruels dans les années à venir. Le jour où Adam partit pour le Royaume-Uni, Rose se tenait près des marches arrière du manoir, se serrant fort dans ses bras alors que le SUV noir l'emmenait au loin. Elle sentait quelque chose de sacré glisser entre ses doigts. Ce soir-là, elle écrivit sa première lettre, 3 pages remplies de tout ce qu'elle n'avait pu dire sans pleurer. Elle écrivit qu'il lui manquait déjà, que le goyavier semblait vide, et son espoir qu'il s'installe confortablement dans sa nouvelle école. Elle écrivit son nom lentement, soigneusement, comme pour le toucher à travers l'encre. S'il te plaît, réponds vite, termina-t-elle, scellant la lettre avec des mains tremblantes. Pendant ce temps, Adam était assis dans sa chambre d'internat cette nuit-là, submergé par la solitude. Sa première lettre à Rose était remplie d'excitation, d'inquiétude et de nostalgie. « Tu me manques tellement déjà », écrivit-il. « Rien ne semble normal ici sans toi. » Il la posta le lendemain matin. Pendant les semaines suivantes, cela devint leur rituel. Rose se précipitait à la grille du domaine chaque matin avant le travail pour vérifier si le garde avait quelque chose pour elle. Adam vérifiait sa boîte aux lettres 2 fois par jour, avide de tout ce qui était écrit de la minuscule écriture de Rose. Leurs lettres devinrent leur bouée de sauvetage. Rose partageait des histoires sur la cuisine de Lynn et ses tentatives d'écriture de nouvelles. Adam racontait le choc culturel, les professeurs stricts, et comment ils ne trouvaient aucun endroit au Royaume-Uni qui ressemblât à leur goyavier. Tous deux croyaient que ces lettres les porteraient à travers la distance. Tous deux croyaient que l'amour, bien que non dit, était assez fort. Aucun des deux ne se doutait que leur mot n'atteignait pas l'autre. Aucun n'imaginait qu'une main invisible avait déjà décidé de détruire le seul pont reliant leur monde. Un après-midi, Kelly remarqua une enveloppe sur la table du hall, adressée avec l'écriture reconnaissable de Rose. Son visage se durcit en la ramassant, ses yeux scannant les lettres inclinées. Elle marcha droit vers la cuisine, ses talons claquant comme des avertissements sur le sol en marbre. Elle déchira l'enveloppe, lisant les mots sincères de Rose avec un dégoût croissant. « Il me manque déjà, mon cœur a mal. » Kelly ricana bruyamment. « Du cœur ? À son âge. » Elle marcha dehors jusqu'au foyer derrière la cuisine. Sans hésitation, elle jeta la lettre dans les flammes, la regardant se recroqueviller et noircir. Une étrange satisfaction l'envahit. « Cela finit maintenant, murmura-t-elle. Ce soir-là, Lynn demanda doucement à Rose, « As-tu posté la lettre ?» Rose hocha fièrement la tête. « Oui, maman. » Lynn força un sourire, ignorante de la cruauté qui se déroulait. Quelques jours plus tard, une autre lettre du Royaume-Uni arriva, adressée à Rose. Kelly la repéra dans le plateau de courrier. Son expression durcit. Elle ouvrit la lettre d'Adam et la survola. « Tu me manques, Rosie. S'il te plaît, réponds vite. » Sa mâchoire se serra. « Assez, chuchota-t-elle. » Elle déchiqueta la lettre en morceaux et les jeta dans les toilettes. À partir de ce moment, elle se fit une mission de détruire chaque communication entre les deux. Elle se sentait justifiée, se disant qu'elle protégeait son fils d'une future erreur. Mais ce faisant, elle plantait des graines de chagrin qui détruiraient un jour sa propre paix. Le même après-midi, Rose attendait à nouveau près du portail, son espoir vacillant. « Quelque chose pour moi » demanda-t-elle au garde. Il secoua la tête. « Rien aujourd'hui. » Elle le remercia poliment, ravalant la douleur qui grandissait dans sa poitrine. Kelly réalisa bientôt qu'intercepter les lettres une par une ne suffisait pas. Elle avait besoin de quelque chose de plus permanent, d'infaillible.
Elle contacta le service postal britannique via le bureau administratif de la famille et s'arrangea pour que toutes les lettres adressées à Adam Metetois de la part de R. Dlamini soient redirigées vers son bureau privé au manoir. Lorsque l'email de confirmation arriva, elle sourit avec une satisfaction glaçante. « Maintenant, je verrai tout en premier », murmura-t-elle. Chaque semaine, elle recevait des enveloppes remplies des espoirs innocents, des peurs et de la nostalgie de Rose. Elle les lisait toutes. Elle les brûlait toutes. Rose écrivait sur les frais de scolarité, ses rêves, sa solitude et sa foi qu'Adam écrirait bientôt. Kelly regardait les flammes les avaler, impassible. Pendant ce temps, les lettres d'Adam s'empilaient dans un tiroir verrouillé de son bureau. Des lettres remplies d'amour, d'inquiétude, d'excuses pour les réponses tardives, de questions sur la vie de Rose et de promesses de rentrer à la maison dès qu'il le pourrait. Au fil des mois, Adam se sentait de plus en plus confus. Pourquoi n'écrit-elle pas, demandait-il dans sa chambre d'étudiant, fixant la boîte aux lettres. Son colocataire haussait les épaules, ignorant du sabotage invisible. Peut-être qu'elle est occupée? Adam secouait la tête. Non, elle a promis. De retour à Santon, Rose s'accrochait à cette même promesse, écrivant à travers ses larmes. Peut-être que ses lettres sont retardées, chuchotait-elle à Lynn certaines nuits. Peut-être qu'il s'adapte. Lynn la serrait fort. Il écrira, Rose. Garde la foi. Ni la mère ni la fille ne savaient que Kelly avait construit un mur silencieux entre leurs cœurs, un mur fait de cendres, d'amertume et de cruauté. Un mur que Rose et Adam passeraient des années à pleurer sans savoir pourquoi. Le silence s'étirait douloureusement alors que les semaines devenaient des mois et les mois des années. Rose continuait d'écrire, bien que l'espoir commençât à s'estomper. Elle s'asseyait près de la fenêtre la nuit, une bougie vacillant à côté d'elle, et chuchotait en écrivant « Adam, où es-tu » Lynn remarquait la tristesse de sa fille et l'encourageait à se concentrer sur l'école et les corvées. Mais le cœur de Rose s'accrochait obstinément à leur promesse d'enfance. Chaque fois qu'elle glissait une lettre dans la boîte aux lettres, elle priait pour que ce soit celle qu'il recevrait enfin. Pourtant, il n'y avait jamais de réponse. Pendant ce temps, Adam continuait d'écrire aussi, confus mais déterminé. Des lettres de fin de soirée remplies de nostalgie et de frustration s'empilaient dans le tiroir de Kelly. « Ai-je fait quelque chose de mal » écrivit-il une fois. « Pourquoi ne me réponds-tu pas » Mais comme toutes les autres, cette lettre n'atteignit jamais Rose. La confusion d'Adam se mua en une blessure silencieuse. Peut-être qu'elle est passée à autre chose, confessa-t-il une fois à son reflet dans le miroir du dortoir. À la maison, Rose cessa progressivement de vérifier la grille du domaine. Chaque matin, le garde secouait doucement la tête, et elle forçait un sourire. « Merci », disait-elle, bien que la déception s'accrochât à elle comme une ombre. Lorsqu'elle eut 17 ans, les lettres étaient devenues comme des pages de journal intime écrites à quelqu'un qui n'existait plus dans son monde. Elle continuait d'écrire parce que c'était la seule façon de s'accrocher au souvenir du garçon qui tenait autrefois sa main sous le goyavier. Mais le silence durcit quelque chose en elle. « Peut-être que les rêves ne sont pas pour les gens comme moi », murmura-t-elle une nuit, pliant sa dernière lettre avec des mains tremblantes. De l'autre côté de l'océan, Adam fixait les étoiles depuis la fenêtre de son dortoir et murmurait « Rosie, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Les deux cœurs souffraient dans des pays différents, chacun croyant que l'autre l'avait abandonné, ne connaissant jamais la cruelle vérité qui dormait dans le tiroir de Kelly. Lynn commença à s'affaiblir lentement. Les signes s'infiltrèrent doucement au début, des vertiges quand elle se levait trop vite, de profondes respirations entre deux marmites remuées, une soirée passée à se frotter la poitrine tout en insistant qu'elle allait bien. Rose remarqua les changements avec une peur grandissante. « Maman, tu transpires encore » chuchota-t-elle une nuit alors qu'elles étaient assises au bord de leur petit lit. Lynn força un sourire. « Ce sont juste les longues heures, ma fille. Ne t'inquiète pas. » Mais Rose s'inquiétait. Elle regardait sa mère se forcer au travail au manoir, agrippant les bords des comptoirs pour se stabiliser. Quand Rose la suppliait de se reposer, Lynn secouait la tête. « Si je m'arrête, nous ne mangeons pas. » Le personnel du manoir chuchotait au sujet de l'état de Lynn, mais personne n'osait parler ouvertement. Rose écrivit désespérément à Adam, expliquant la santé déclinante de sa mère et demandant s'il connaissait des cliniques abordables au Royaume-Uni qu'elle pourrait rechercher. Elle déversa chaque peur dans ses lettres, priant pour que chacune l'atteigne. « S'il te plaît, réponds, Adam. »« S'il te plaît » chuchotait-elle en scellant une enveloppe avec des doigts tremblants. Mais les réponses ne vinrent jamais,
et le silence s'enroula autour de Rose comme une corde qui se resserre. Certaines nuits, elle pleurait doucement pendant que Lynn faisait semblant de dormir, effrayée d'ajouter un fardeau supplémentaire à sa fille. Kelly remarqua le rythme ralentissant de Lynn et s'agaça davantage. « Si vous ne pouvez pas suivre, dites-le », aboya-t-elle un après-midi alors que Lynn manquait de laisser tomber un plateau de verre. Rose serra les poings en entendant la rage monter envers une femme qui ne connaissait pas le sens de la pitié. Plus Lynn déclinait, plus Rose travaillait dur, nettoyant le matin, cuisinant pour elle le soir et écrivant des lettres bien après minuit. « Tiens bon, maman », chuchotait-elle en essuyant le front de sa mère avec un linge humide. « Tiens bon, il écrira bientôt, nous ne sommes pas seuls. » Mais avec chaque semaine qui passait, le poids de l'espoir sans réponse écrasait son esprit plus douloureusement que la pauvreté ne l'avait jamais fait. Le matin où Lynn mourut commença comme n'importe quel autre, avec l'arôme de la bouillie de maïs flottant dans la petite pièce. Rose entendit sa mère tousser doucement et s'assit, prête à l'aider à se préparer pour le travail. Mais quand elle toucha le bras de Lynn, il était froid et immobile. « Maman », chuchota Rose en la secouant doucement. « Maman, réveille-toi. » Il n'y eut aucune réponse. Son souffle se bloqua dans sa poitrine, et sa voix trembla alors qu'elle criait « Maman, s'il te plaît ». Tout le quartier des domestiques entendit son cri. Quelques servantes se précipitèrent, les mains plaquées sur leur bouche en voyant le corps silencieux de Lynn. Rose tomba à genoux, sanglotant de manière incontrôlable. Elle n'était pas censée me quitter, pas comme ça. Plus tard ce jour-là, le manoir continua ses opérations habituelles, Kelly organisait un brunch, les invités riaient dans le jardin, tandis que le corps de Lynn était emporté discrètement par la porte arrière. Rose regarda le véhicule s'éloigner, sentant comme si la moitié de son âme était emportée à l'intérieur. Cette nuit-là, dans un chagrin insupportable, Rose écrivit à Adam une dernière fois. Les larmes trempaient le papier alors qu'elle griffonnait la vérité que son cœur pouvait à peine contenir. Adam, ma mère est partie. J'avais besoin de ton aide, mais tu n'as jamais répondu. Je ne comprends pas pourquoi tu m'as laissé derrière. Elle le suppliait pour une clôture, pour de la compréhension, pour n'importe quoi qui ressemblât au garçon qu'elle connaissait autrefois. S'il te plaît, dis-moi ce que j'ai fait de mal, écrivit-elle d'une écriture tremblante. Elle marcha jusqu'à la boîte aux lettres et y laissa tomber la lettre avec la dernière lueur d'espoir qui lui restait. Mais Kelly l'intercepta le lendemain matin, lissa l'enveloppe, lut les mots trempés de chagrin, et murmura avec un calme glaçant. Bien. C'est décidé, elle va enfin lâcher prise. Elle livra alors la lettre aux flammes. Rose ne reçut jamais de réponse. Les mains engourdies, elle rassembla ses affaires, quitta discrètement le quartier des domestiques après l'enterrement de Lynn et pénétra dans un monde bien plus glacial qu'elle ne l'avait imaginé, persuadée d'avoir été abandonnée par la seule personne qui avait su rendre sa vie chaleureuse. S'installer à Soweto, c'était comme changer d'univers. Fini les murs luxueux et les pelouses impeccables, ici, il n'y avait que des rangées de maisons usées et des rues bourdonnantes de bruit et de lutte pour la survie. Rose loua une chambre unique au fond de la propriété d'une vieille dame. Les murs étaient fissurés, le robinet extérieur fonctionnait à peine et les nuits résonnaient de disputes lointaines et du passage des taxis. Elle dénicha de petits boulots, lavant le linge des voisins pour gagner juste de quoi manger. Certains jours, elle nettoyait des chambres d'hôtel pendant de longues heures, inhalant l'eau de javel et la sueur jusqu'à ce que sa vue se trouble. En rentrant chez elle, elle s'asseyait souvent sur son lit, fixant les murs en chuchotant « Maman, j'essaie ». Elle évitait de penser à Adam, mais certaines nuits, la solitude l'obligeait à se remémorer le goyavier, son sourire et les lettres qu'elle n'avait jamais reçues. Peut-être que je ne méritais pas de réponse, murmurait-elle dans l'obscurité. Pourtant, elle persévéra. Elle tenta de s'inscrire à l'université communautaire, mais les frais étaient hors de portée. Elle essaya de vendre des collations près d'une station de taxi, mais les bénéfices couvraient à peine les ingrédients. La pauvreté s'incrustait dans ses os, mais elle refusait d'abandonner. Un soir, alors que sa Gugo tendit la trouver en pleurs dehors, elle lui dit doucement « La vie frappe fort, mon enfant, mais elle ne frappe pas éternellement. » Rose hocha faiblement la tête, sans vraiment y croire. Certaines nuits, elle parlait doucement à la mémoire de Lynn. « Tu m'as élevée pour être forte. Je n'échouerai pas. » Mais même la force vacillait. Il y avait des soirs où elle restait allongée sur son mince matelas, regardant à travers ses larmes les gouttes de pluie s'infiltrer par le toit rouillé. « Adam, m'as-tu vraiment oublié ?» chuchotait-elle à l'air humide. C'était la première fois qu'elle s'autorisait à poser la question à voix haute,
et le silence qui suivit sembla plus assourdissant que n'importe quelle réponse. Rose rencontra Harry à l'atelier près de sa rue. Il fut charmant au début, une voix douce, un sourire chaleureux et des yeux qui se plissaient quand il riait. Il réparait les moteurs de voitures avec une habileté qui attirait les clients des environs. Un jour, la voyant lutter avec un lourd sac de course, il accourut. « Laisse-moi t'aider », proposa-t-il. Elle hésita, puis accepta. Ils discutèrent en marchant jusqu'à chez elle et, pour la première fois depuis longtemps, elle rit doucement. Harry commença à lui rendre visite souvent, apportant des restes de nourriture de l'atelier ou l'aidant à réparer de petites choses dans sa chambre. « Tu mérites quelqu'un qui te voit vraiment », lui dit-il tendrement un soir. Rose rougit, peu habituée à l'affection. Lentement, elle s'autorisa à croire en la possibilité d'être aimée à nouveau, mais cette douceur fut de courte durée. Lorsqu'elle découvrit qu'elle était enceinte, ses mains tremblèrent en tenant le test. Elle attendit Harry ce soir-là, le cœur battant. « Harry, je suis enceinte », murmura-t-elle d'une voix fragile. Son sourire s'effaça instantanément. « Enceinte », répéta-t-il, comme si le mot lui brûlait la langue. Elle hocha la tête nerveusement. « Nous pouvons trouver une solution ensemble. » Harry recula. « Rose, je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas prêt pour tout ça. » La panique envahit sa poitrine. « Harry, s'il te plaît. » Mais il secoua la tête, attrapa sa veste et sortit. « J'ai besoin de temps, dit-il. » Il ne revint jamais. Rose passa la nuit recroquevillée sur son matelas, serrant son ventre, ses larmes inondant son oreiller. « Je t'élèverai seule, chuchota-t-elle à l'enfant à naître. Je ne t'abandonnerai jamais comme les autres l'ont fait. » Sibusiso naquit par un froid matin d'hiver dans une petite clinique publique. Rose accoucha seule, agrippant les barreaux métalliques du lit d'hôpital tandis que les infirmières se pressaient entre les chambres. Après des heures de douleur, elle entendit un petit cri, d'abord fluet, puis vigoureux. Lorsque l'infirmière le posa sur sa poitrine, une chaleur envahit tout son être. « Bonjour, mon bébé », murmura-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. « C'est toi et moi, maintenant. » Les minuscules doigts de Sibusiso se refermèrent sur les siens et, à cet instant, elle sentit un but fleurir à nouveau en elle. Elle le nomma Sibusiso, bénédiction, car malgré tout la pauvreté, le chagrin, l'abandon, il était un cadeau qu'elle ne méritait pas mais dont elle avait désespérément besoin. Elle le ramena chez elle enveloppé dans 2 couvertures, le cœur gonflé d'amour chaque fois qu'il ouvrait les yeux. L'élever seul ne fut pas facile. Les nuits étaient longues, les jours éprouvants. Rose travaillait encore plus dur, le portant sur son dos pendant qu'elle lavait le linge ou chantant doucement pour lui en nettoyant les couloirs d'hôtel. Certains jours, elle ne mangeait pas pour qu'il le puisse. Sibusiso devint un enfant calme et observateur, regardant sa mère avec des yeux matures qui lui rappelaient quelqu'un auquel elle essayait de ne pas penser. « Au moins, toi, tu es resté », lui chuchotait-elle lors des nuits difficiles. Quand il gloussait et touchait sa joue, Rose sentait ses forces revenir. Elle lui fit une promesse, « Je te donnerai une vie meilleure que la mienne, même si cela doit me tuer. » À travers chaque épreuve, Sibusiso la gardait ancrée, devenant la lumière d'une vie trop longtemps enveloppée de pertes. Des années passèrent et Rose chercha inlassablement un travail plus stable. Un matin, une agence de nettoyage annonça des postes vacants pour du personnel de maison dans des foyers aisés. Rose postula immédiatement, tenant fermement la main de Sibusiso en attendant son entretien. Le directeur regarda son CV et hocha la tête. « Nous avons un placement disponible, » dit-il. « Un gros contrat à 100 tons. » L'espoir vacilla dans sa poitrine. « Quand est-ce que je commence ?» demanda-t-elle. « Demain. » Le lendemain matin, Rose monta dans la navette de l'agence avec d'autres femmes de ménage. Son cœur battait la chamade alors que le bus traversait des rues familières qu'elle n'avait pas vues depuis son enfance. La vue des grandes maisons de Santon lui serra la poitrine, ravivant des souvenirs qu'elle pensait avoir enfouis. Lorsque la navette tourna dans une longue allée, Rose leva les yeux et se figea. Les grands portails blancs se dressaient devant elle comme un fantôme du passé. Sa respiration s'accéléra. « Non, ce n'est pas possible », murmura-t-elle. Mais c'était bien réel. La navette s'arrêta devant le manoir Mtetua, l'endroit même où elle avait grandi, la maison où Lynn avait cuisiné, le domaine où Adam lui avait autrefois tenu la main sous le goyavier. Ses jambes tremblaient en descendant du bus. « Ça va ?» demanda une autre employée. Rose se força à sourire. « Oui, juste un peu submergée. » Mais à l'intérieur,
son cœur se brisait. Elle se rappela qu'elle avait besoin de ce travail, besoin de nourrir son fils. Ce n'est que du travail, murmura-t-elle fermement. Juste du travail. Pourtant, en franchissant le portail arrière, les souvenirs affluèrent avec une telle force qu'elle faillit trébucher. Elle inspira profondément. Tu as survécu à pire, se rappela-t-elle. Et sur ces mots, elle pénétra à nouveau dans l'enceinte du manoir, ignorant à quel point son passé était proche. Entrer dans le manoir, c'était comme rouvrir une plaie cicatrisée. Tout semblait à la fois familier et douloureusement nouveau. Les sols polis, les lustres, l'escalier en colimaçon. Chaque détail la ramenait à des moments d'enfance qu'elle tentait d'oublier depuis longtemps. En suivant la gouvernante dans les couloirs, elle vit la cuisine où Lynn avait travaillé sans relâche et sentit sa gorge se serrer. « Vous nettoierez le salon et l'aile des invités aujourd'hui », instruisit la gouvernante. Pas d'interaction directe avec la famille, sauf s'ils s'adressent à vous en premier. Compris. Rose hocha la tête, la voix trop nouée pour parler. Elle enfila son uniforme et se mit au travail. Pourtant, chaque recoin déclenchait des souvenirs. Adam renversant du jus et riant, Lynn le grondant doucement, eux deux courant se cacher derrière le manguier après avoir volé des biscuits. Rose agrippa le manche de son balai, chuchotant « Je ne suis pas ici pour le passé, concentre-toi ». Des heures plus tard, alors qu'elle époussetait une étagère dans le salon, elle aperçut le goyavier par la fenêtre. Son souffle se coupa. L'arbre où tout avait commencé et fini. Elle s'approcha de la vitre, les doigts tremblants. « Te souviens-tu encore de nous » lui chuchota-t-elle, les larmes aux yeux. Elle était si perdue dans ses pensées qu'elle ne remarqua pas l'entrée de Kelly dans le couloir. « Qui vous a engagé » demanda Kelly sèchement. Rose se retourna, le cœur battant à tout rompre. « Je viens de l'agence. » Les yeux de Kelly se plissèrent. « La dernière chose dont j'ai besoin, c'est de sentimentalisme dans cette maison. Faites votre travail et évitez d'attirer l'attention inutilement. » Rose baissa la tête. « Oui, madame. » Alors que Kelly s'éloignait, Rose expira en tremblant, serrant le chiffon dans sa main. Elle se dit qu'elle pouvait tout endurer tant qu'elle restait invisible. Mais le destin avait d'autres plans, et son passé marchait déjà vers elle, plus proche qu'elle ne le savait. Adam arriva à la maison après un long vol depuis le Royaume-Uni, épuisé mais impatient de surprendre ses parents. Le manoir semblait exactement tel qu'il s'en souvenait, grand, imposant, intemporel. Il franchit les portes, traînant sa valise derrière lui, souriant faiblement à l'odeur familière du bois ciré et du pain cuit venant de la cuisine. « La maison » murmura-t-il. En entrant dans le salon, il remarqua quelqu'un à genoux, frottant le sol en marbre. Au début, il n'y prêta pas attention, supposant qu'elle faisait partie du personnel habituel. Mais quelque chose dans la courbe de ses épaules, la façon dont elle remettait une mèche de cheveux rebelle derrière son oreille, le fit s'arrêter. Sa valise lui glissa des mains. Son souffle se coupa. « Rose » chuchota-t-il. Le son lui échappa à peine, pourtant il résonna comme un coup de tonnerre dans la pièce silencieuse. Rose se figea. Elle reconnut sa voix instantanément, plus grave, plus mûre, mais indéniable. Elle garda la tête baissée, le cœur battant violemment. « Bienvenue, monsieur » dit-elle doucement, la voix tremblante. Adam s'approcha, incapable de croire ce qu'il voyait. « Rose, regarde-moi, s'il te plaît. » Elle ferma les yeux forts, luttant contre l'instinct de répondre. Le règlement interdisait le contact visuel. « Monsieur, je travaille » murmura-t-elle. Adam s'agenouilla près d'elle, se mettant à son niveau. « Je pensais ne jamais te revoir » dit-il, l'émotion brisant sa voix. Lentement, douloureusement, Rose leva les yeux. Leurs regards se croisèrent et le monde sembla s'arrêter. Des années de nostalgie, de confusion et de chagrin silencieux entrèrent en collision en un seul instant suspendu. Aucun des deux ne pouvait parler. Aucun ne pouvait bouger. C'était comme si le destin rouvrait une porte qu'il croyait scellée à jamais. Le cœur d'Adam s'emballa en la fixant, un visage familier façonné par des années de lutte, une beauté aiguisée par la survie. « Rose, où étais-tu » chuchota-t-il. Elle baissa rapidement les yeux. « S'il vous plaît, monsieur, je n'ai pas le droit de parler sauf pour le travail. » Il secoua la tête fermement. « Oublie les règles. »« C'est moi, Adam. » Elle déglutit difficilement, la gorge serrée par les émotions non dites. Il tendit la main comme pour la toucher mais s'arrêta, incertain.
Pourquoi as-tu arrêté de m'écrire, demanda-t-il, la voix brisée. Rose cligna des yeux, confuse et blessée. Adam, j'ai écrit pendant des années. Je t'ai attendu. Tu n'as jamais répondu. Il recula légèrement, stupéfait. Quoi? Rose, je t'ai écrit des dizaines de fois. Je pensais que tu m'avais abandonné. Elle secoua la tête violemment. Je n'aurais jamais fait ça. Un silence lourd et douloureux s'étira entre eux. Peut-on parler dehors, demanda-t-il doucement. Rose hésita, jetant un coup d'œil vers le couloir, mais acquiesça. Dehors, dans le jardin, près du goyavier, Adam se tourna vers elle, les yeux pleins d'incrédulité. Dis-moi tout, implora-t-il. Rose croisa les bras, essayant de se protéger de la douleur qui montait en elle. Il n'y a rien à dire, dit-elle calmement. Ton silence a tout répondu il y a longtemps. Adam inspira brusquement, la blessure visible sur son visage. Rose, je le jure sur tout ce que j'ai. Je t'écrivais constamment. Elle détourna le regard. Alors pourquoi n'ai-je pas vu une seule lettre? La question resta suspendue dans l'air comme une plaie prête à saigner. Adam finit par murmurer, quelque chose ne va pas, quelque chose de terrible. Mais aucun d'eux ne comprenait encore la profondeur de la trahison ni qui se cachait derrière leurs années de séparation. Adam ne parvenait pas à chasser la confusion qui lui griffait la poitrine. Rose, attends ici, s'il te plaît, dit-il en se précipitant à l'intérieur du manoir. Quelques minutes plus tard, il revint portant une boîte en bois brun, aux bords usés par de trop nombreuses manipulations. Rose la fixa, intriguée. Adam la posa doucement sur le banc de pierre près du goyavier. Elles sont à toi, dit-il doucement. Rose fronça les sourcils. À moi? Que veux-tu dire? Adam ouvrit la boîte. À l'intérieur reposaient 37 lettres, toutes soigneusement scellées, toutes adressées à elle de sa main. Le souffle de Rose la quitta dans un halètement tremblant. Non, Adam, non, ce n'est pas possible. Il lui tendit une enveloppe. Lila. Rose l'ouvrit les mains tremblantes. L'écriture familière se brouillait à travers ses larmes alors qu'elle lisait les mots qu'il avait écrits des années auparavant. Tu me manques chaque jour, Rosie. Écris-moi vite, s'il te plaît. Ses genoux faiblirent. Toi? Tu m'as vraiment écrit? Adam hocha la tête, la gorge serrée. Chaque mois. Parfois 2 fois. Je t'ai attendu. Je croyais que tu ne tenais plus à moi. Rose couvrit sa bouche, sanglotant doucement. Adam, j'ai écrit aussi. Tellement de fois. Je suppliais l'univers de me ramener tes lettres. La mâchoire d'Adam se crispa. Quelqu'un les a prises. Quelqu'un nous a séparés. Les yeux de Rose s'agrandirent de peur et de réalisation. Ta mère, chuchota-t-elle. Adam ne répondit pas, mais le regard dans ses yeux confirma ses soupçons. Il prit une autre lettre, scellée à la cire rouge. Celle-ci. Je l'ai écrite pour ton 21e anniversaire. Rose l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, les mots frappèrent son cœur comme la foudre, je construis un avenir pour nous. Attends-moi, s'il te plaît. Rose éclata en sanglots, ses pleurs résonnant doucement sous le goyavier. Adam toucha délicatement son épaule. Rose, on nous a menti. Elle hocha la tête à travers ses larmes, murmurant, toutes ces années. Toute cette douleur. La vérité avait enfin fait surface, mais la confrontation était inévitable. Lorsqu'Adam fit irruption dans le manoir avec Rose le suivant silencieusement, ses pas résonnèrent dans le couloir comme le tonnerre. Kelly était assise dans le salon, buvant son thé avec une posture parfaite, inconsciente de la tempête émotionnelle qui s'approchait. Adam claqua la boîte de lettres sur la table. « Explique-moi ça », exigea-t-il, la voix tremblante de fureur. Kelly regarda la boîte, puis lui, sans sourciller. « À quoi rime ce caprice, Adam ?» Adam ouvrit la boîte et déversa les lettres sur la table. 37 lettres, dit-il sèchement. Des lettres que j'ai écrites à Rose. Pourquoi étaient-elles dans ton bureau? Kelly inclina légèrement la tête, son expression d'un calme inquiétant. Parce que je les ai interceptées, répondit-elle. J'ai fait ce que n'importe quelle mère responsable aurait fait. Rose eut un petit hoquet de surprise. Adam la regarda comme s'il voyait une étrangère qu'il ne reconnaissait plus. Tu as détruit notre lien. Tu nous as détruits, murmura-t-il.
Kelly posa sa tasse, imperturbable. Je t'ai protégé d'une vie indigne de toi. Les mots tranchèrent l'air de la pièce. Rose sentit l'air quitter ses poumons. Indigne, chuchota-t-elle en se serrant contre elle-même. Kelly ne la regarda même pas, tu étais une distraction. Rien de plus. Les yeux d'Adam s'assombrirent d'incrédulité et de dégoût. Tu n'avais aucun droit, dit-il d'une voix brisée. Kelly haussa les sourcils. J'avais tous les droits. Un garçon de 16 ans ne connaît rien à la vraie vie. Je t'ai sauvé d'une erreur stupide. Adam recula comme si ces mots l'avaient physiquement poussé. Une erreur, répéta-t-il. L'aimer était la seule chose vraie que j'ai jamais connue. Kelly se leva enfin, la voix glaciale. Et c'est exactement pour cela que j'y ai mis fin. Son aveu pesait lourd dans l'air, brut, cruel et irréversible. Rose ne put en supporter davantage. Ses genoux cédèrent et elle s'effondra au sol en pleurs. Adam se précipita à ses côtés, tandis que Kelly observait la scène sans l'ombre d'un remords. Adam aida Rose à sortir, tenant doucement son bras alors qu'elle tremblait. Ils marchèrent jusqu'au jardin où les ombres de l'après-midi s'étiraient comme de longs doigts sur la pelouse. Rose essuya ses larmes, mais sa voix tremblait. Adam, il y a quelque chose que tu dois savoir. Il se tourna immédiatement vers elle. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-le-moi. Elle inspira profondément, essayant de calmer son corps tremblant. J'ai un fils, chuchota-t-elle. Adam cligna des yeux, surpris mais calme. Un fils? Rose hocha la tête, les yeux brillants. Il s'appelle Sibusiso. Il a 5 ans. Le souffle d'Adam se coupa un instant. Un choc traversa son visage, mais il garda une voix douce. Est-il de moi? Rose secoua lentement la tête. Non. Adam laissa échapper une longue expiration tremblante. Pas de soulagement, juste la réalité qui s'installait. Elle continua doucement, son père est parti quand je lui ai dit que j'étais enceinte. Je l'ai élevé seul. Je le fais depuis toujours. Adam s'approcha, les yeux emplis de tendresse. Rose, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Elle détourna le regard. Je ne voulais pas que tu penses que je revenais pour gâcher ta vie. Il prit sa main, et cette fois elle ne se retira pas, tu ne pourrais jamais gâcher ma vie, dit-il. Mais ça ne change rien entre nous. Rose secoua la tête, accablée. Ça change tout. Je ne peux pas t'entraîner dans mes difficultés. Ta mère me déteste déjà, et maintenant j'ai un fils à protéger. La mâchoire d'Adam se serra. Je me fiche de ce que pense ma mère, et je ne ferai jamais de mal à ton enfant. Les larmes montèrent à nouveau aux yeux de Rose. Sibusiso est tout mon monde, Adam. Je ne peux rien laisser menacer sa paix. Il toucha doucement sa joue. Alors laisse-moi gagner ta confiance. Pas comme le garçon que tu connaissais, mais comme l'homme qui se tient devant toi. Pour la première fois depuis leur retrouvaille, Rose s'autorisa à respirer. Mais la peur persistait dans ses yeux, la peur que l'amour ne soit revenu trop tard, mêlé à trop de douleur. La semaine suivante, Adam prit une décision silencieuse. Il rendit visite à Rose à Soweto, sans en parler à personne chez lui. Lorsqu'elle ouvrit la porte et le vit debout avec un sac de courses dans une main et une petite voiture dans l'autre, elle se figea. « Adam, qu'est-ce que tu fais ici ?» Il sourit gentiment. « Je recommence à zéro. » Elle s'écarta à contre-cœur, le laissant entrer. Sa petite chambre semblait encore plus petite avec lui à l'intérieur, mais il ne semblait pas mal à l'aise. Il regarda autour de lui, remarquant les rideaux rapiécés, le matelas unique au sol et les murs fissurés. « Tu as vécu ici tout ce temps ?» demanda-t-il doucement. Rose croisa les bras, gênée. « C'est ce que je peux me permettre. » Adam posa les courses sur la table et commença à les déballer. « Laisse-moi t'aider, Rose, dit-il. Elle secoua la tête immédiatement. « Je ne veux pas de charité. » Il s'arrêta, la regardant avec sincérité. « Ce n'est pas de la charité. C'est de l'amitié. Peut-être plus, si tu le permets. » Le petit Sibusiso jeta un coup d'œil derrière le rideau, se cachant timidement. Adam s'accroupit et sourit chaleureusement. « Salut toi, je suis Adam. » Le petit garçon s'avança lentement. « Je suis Sibusiso, chuchota-t-il. » Adam lui tendit la voiture jouet. « C'est pour toi. » Les yeux de Sibusiso s'illuminèrent en l'acceptant.
Rose observa la scène, la poitrine serrée. Après avoir réparé la charnière cassée de sa porte et resserré quelques vis, Adam s'assit près de Rose. « Raconte-moi tout » insista-t-il. Elle hésita, puis parla de sa vie après la mort de sa mère, de l'épuisement, de la solitude, de la trahison de Harry et du combat constant pour survivre. Adam écouta sans l'interrompre, les yeux remplis de douleur pour chaque épreuve qu'elle avait endurée. « Tu es plus forte que n'importe qui que j'ai connu, dit-il finalement. Rose détourna le regard, les larmes piquant ses yeux. La force n'était pas un choix. Ce jour-là, quelque chose d'invisible changea. Ils n'étaient plus seulement deux personnes renouant avec le passé. Ils étaient deux cœurs blessés apprenant lentement à se faire confiance à nouveau. Malgré la gentillesse constante d'Adam, Rose livrait chaque jour une bataille contre le doute. Elle avait peur de le laisser s'approcher trop près, peur de perdre la fragile stabilité qu'elle avait tant lutté pour construire. Un après-midi, alors qu'elle balayait devant sa chambre, Adam arriva à nouveau, portant un petit sac de fruits. « Tu n'es pas obligé de continuer à venir, » dit Rose rapidement. Adam s'appuya contre le cadre de la porte. « Veux-tu que j'arrête » Elle hésita trop longtemps. « Je ne sais pas, » admit-elle. Il hocha la tête. « Alors je continuerai à venir jusqu'à ce que tu décides. » À l'intérieur, Sibusiso courut vers lui avec excitation. « Docteur A, regarde, j'ai fait un dessin. » Adam s'agenouilla et admira le croquis au crayon. « C'est incroyable, tu as du talent. » Rose les regarda, son cœur tiraillé dans deux directions, l'une désirant cette paix tranquille, l'autre terrifiée que cela finisse comme tout le reste dans sa vie. Mais la tension s'alourdissait en elle. Un soir, elle exprima enfin la peur qu'elle avait enfouie. « Adam, j'ai peur que tu ne sois ici que parce que tu te sens coupable. » Il se tourna vers elle brusquement. « Coupable ? Rose, je ne t'ai pas abandonné. Je pensais que c'était toi qui m'avais laissé. » Elle regarda ailleurs. Savoir cela n'efface pas les années. Adam s'avança. « Alors laisse-moi en créer de nouvelles avec toi. » Elle secoua la tête. « Ta mère me déteste, et je ne peux pas laisser Sibusiso s'attacher pour te perdre plus tard. » La voix d'Adam s'adoucit. « Je ne partirai jamais. » Elle répondit dans un murmure douloureux, « Tout le monde dit ça. » Il marqua une pause, voyant la profondeur de ses cicatrices. « Alors laisse-moi le prouver par mes actes. » Rose ressentit un mélange d'épuisement et de désir. Sibusiso grimpa sur ses genoux, la serrant dans ses bras. Adam les regarda silencieusement, réalisant qu'il ne gagnait pas un seul cœur, mais qu'il essayait prudemment d'être digne de deux. Et Rose ne le repoussait pas par colère. Elle le repoussait parce qu'elle avait déjà trop perdu. L'irritation de Kelly grandissait chaque jour où Adam disparaissait du manoir. Lorsqu'elle réalisa qu'il visitait Soweto, sa colère déborda. Un matin, elle le confronta dans la cuisine. « Tu humilies cette famille » siffla-t-elle. Adam la fixa, impassible. « La seule humiliation ici est la vérité que tu as essayé d'enterrer. » Kelly ricana. « Tu penses que cette fille te mérite ? Elle n'apporte rien. » Le visage d'Adam s'assombrit. « Et tu lui as tout pris. » Kelly s'approcha, baissant la voix. « Tu vas mettre fin à ces bêtises. Je ne permettrai pas à cette fille de remettre les pieds dans cette maison. » Adam croisa les bras. « Elle l'a déjà fait, et elle le fera encore. » La colère fit trembler la voix de Kelly. « Je ne la laisserai pas ruiner ton avenir. » Adam répondit froidement, « Tu as ruiné notre passé. Je ne te laisserai rien ruiner d'autre. » Mais Kelly ne recula pas. Elle trouva Rose après le travail un soir, la coinçant près du portail arrière. « Laisse mon fils tranquille, » exigea-t-elle. « Prends l'argent que tu veux et disparais. » Les yeux de Rose s'écarquillèrent d'incrédulité. « Je ne veux pas de votre argent. » Kelly s'avança. « Alors comprends ceci, Adam ne te choisira jamais. » À cet instant, Rose mit discrètement la main dans sa poche et activa l'enregistrement de son téléphone. « Avez-vous terminé » demanda Rose calmement après que Kelly eut fini ses menaces. Kelly eut un sourire narquois. « Tu penses que quelqu'un te croira ?» Rose leva légèrement le téléphone. L'enregistrement pourrait t'aider. La panique traversa le visage de Kelly avant qu'elle ne la masque. Rose s'éloigna sans un autre mot. Ce soir-là, Fred entendit Kelly marmonner avec colère et la confronta. « Que as-tu fait cette fois » demanda-t-il. Lorsqu'il apprit enfin la vérité,
son visage tomba de déception. Combien de vies dois-tu détruire avant de comprendre que tu as tort? Kelly détourna le regard, mais pour la première fois depuis des années, elle n'eut aucune réponse arrogante. Le lien entre Adam et Rose grandit non pas par de grands gestes, mais par une présence simple et constante. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis devant sa chambre, Adam l'encouragea doucement. « Tu es intelligente, Rose. Tu mérites d'étudier à nouveau. » Elle hésita. « Les cours du soir coûtent cher. » Adam secoua la tête. « Je m'en occupe. » Elle objecta immédiatement. « Je t'ai dit que je ne voulais pas d'aumône. » Il répondit doucement, « Alors considère cela comme si je te rendais ce que la vie t'a volé. » Sa sincérité la désarma. Après des semaines de réflexion, elle finit par accepter. Elle s'inscrivit à des cours du soir d'anglais et d'écriture, sentant une étincelle se raviver en elle, une flamme qui s'était éteinte depuis des années. Le premier jour, Adam l'accompagna jusqu'au portail de l'université communautaire. « Tu vas t'en sortir à merveille, dit-il. » Elle sourit faiblement. « Je l'espère. » Il la regarda entrer dans la salle de classe, la fierté gonflant sa poitrine. Les cours commençaient, Rose se mit à redécouvrir des morceaux d'elle-même qu'elle croyait perdus à jamais. Elle passait ses soirées à écrire, à faire ses devoirs et à lire à haute voix à Sibusiso, qui adorait écouter ses histoires. Adam passait souvent après le travail, offrant une aide discrète quand elle en avait besoin. « Tes mots ont du poids, » lui dit-il une fois après avoir lu sa rédaction. « Ne les minimise pas », Rose sentit la chaleur se répandre dans sa poitrine. Elle luttait encore avec la confiance, mais son cœur s'adoucissait lentement. Pendant ce temps, l'influence de Kelly faiblissait à la maison. Fred s'éloignait, et le personnel chuchotait qu'elle perdait le contrôle. Adam n'évitait plus la confrontation. Il rentrait tard, préférant la petite maison de Rose à la froide grandeur du manoir. Une nuit, alors que Rose s'exerçait à la lecture, Adam la regarda avec admiration. « Tu rayonnes à nouveau, » dit-il calmement. Rose s'arrêta, la main suspendue au-dessus de son cahier. « J'essaie, » chuchota-t-elle, et pour la première fois, elle crut vraiment qu'elle avait le droit d'essayer. Le temps devint leur allié. Adam ne la brusquait pas, et Rose ne résistait plus aussi farouchement. Ils trouvèrent un rythme, une guérison douce et régulière. Après ses cours du soir, Adam marchait à ses côtés dans les rues calmes, leur pas lent et posé. Parfois, il parlait de ses devoirs, d'autres fois de souvenirs qui ne faisaient plus aussi mal. Un soir, alors qu'il passait devant une rangée de vendeurs ambulants qui fermaient boutique, Rose murmura, « Je n'aurais jamais imaginé que la vie puisse être à nouveau paisible. » Adam sourit. « Tu as construit cette paix, Rose. Je ne fais que marcher à côté. » Elle baissa les yeux timidement, son cœur battant d'une manière inconnue. À la maison, Sibusiso adorait Adam, tirant souvent sur sa manche. « Viens me lire une histoire » demandait-il joyeusement. Adam riait, asseyant l'enfant sur ses genoux. Rose les regardait parfois, une douceur dans les yeux qu'elle n'osait pas encore nommer. Leur lien s'approfondit lentement pour devenir quelque chose qui semblait sûr. Adam changeait les ampoules, l'aidait à étudier, cuisinait avec elle le week-end et emmenait Sibusiso au parc. Mais il ne dépassait jamais les bornes. Un soir, alors que Rose révisait ses devoirs, Adam s'assit en face d'elle, étudiant son visage. « Tu changes » dit-il doucement. Elle leva les yeux. « Comment ?» Il se pencha légèrement en avant. « Tu es plus légère. Ton rire n'est plus sur la défensive. » Rose marqua une pause, submergée par la vulnérabilité dans sa voix. « Peut-être parce que j'apprends doucement à respirer à nouveau. » Adam tendit la main à travers la table, effleurant légèrement ses doigts. « Je suis honoré d'en être témoin. » Elle retira sa main doucement, non par rejet, mais par peur. Pourtant, ses yeux s'attardèrent sur les siens, exprimant une vérité qu'aucun d'eux n'avait prononcée à voix haute. La guérison était lente, mais elle se produisait, une soirée tranquille à la fois. Il pleuvait légèrement la nuit où tout changea. Adam raccompagnait Rose de son cours, tenant ses livres sous sa veste pour les garder au sec. Les lampadaires projetaient de doux halos sur le trottoir mouillé, et leurs pas résonnaient doucement. Arrivée dans sa rue, Rose s'arrêta sous un lampadaire vacillant. Adam se tourna vers elle, inquiet. « Ça va ?» Elle hocha la tête, mais ne parla pas pendant plusieurs instants. La pluie perlait sur ses cheveux et ses joues, pourtant elle ne l'essuya pas. Finalement, elle chuchota, « Je n'ai plus peur. » Adam s'approcha. « Peur de quoi ?»
Elle leva les yeux vers lui, des yeux remplis d'une acceptation pour laquelle elle avait lutté des années. De t'aimer à nouveau, dit-elle doucement. La pluie sembla se figer autour d'eux. Le souffle d'Adam se coupa alors que l'espoir déferlait en lui. Rose, murmura-t-il, la voix tremblante. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Pas une seule fois. Elle le regarda, les larmes se mêlant à la pluie. J'ai essayé d'oublier, j'ai essayé de survivre, mais chaque fois que tu es là, tu me rappelles que je suis digne d'amour. Tu en as toujours été digne. Elle s'abandonna à son contact, lâchant enfin la peur qui avait enchaîné son cœur. La petite voix de Sibusiso interrompit le moment alors qu'il jetait un coup d'œil par l'embrasure de la porte. « Maman, tu viens à l'intérieur. » Rose rit doucement et se tourna vers lui. « Oui, mon bébé. » Adam recula respectueusement. « Vas-y, dit-il gentiment. » Elle hésita, puis le regarda avec un sourire timide. « Tu restes un peu. » Il hocha la tête. À cet instant, sous le lampadaire tamisé et la pluie tombante, quelque chose de nouveau commença, quelque chose enraciné dans la douleur, reconstruit par la patience et scellé par un amour tranquille. Rose gardait les 37 lettres dans une boîte en bois sous son lit. Lors des après-midi calmes, elle la sortait et s'asseyait avec Sibusiso, passant ses doigts sur les enveloppes comme sur des reliques précieuses. Un jour, Sibusiso grimpa sur ses genoux, pointant du doigt avec curiosité. « Maman, pourquoi gardes-tu toutes ces lettres ?» Rose sourit doucement. « Parce que ce sont des morceaux d'une histoire. » Il inclina la tête. « Ton histoire ?» Elle hocha la tête. « Oui, l'histoire de deux personnes qui ont essayé très fort de se retrouver. » Sibusiso toucha une enveloppe avec précaution. « Était-il perdu ?» Rose regarda par la fenêtre, émue. « Oui, bébé, ils ont été perdus pendant longtemps. » Sibusiso s'appuya contre sa poitrine, satisfait de la réponse. Adam entra doucement quelques instants plus tard, les observant avec chaleur. « Tu relis les lettres ?» demanda-t-il. Rose hocha la tête. « Elles ne font plus aussi mal maintenant. » Adam s'assit près d'eux. « Elles étaient mon espoir quand tout semblait incertain, » admit-il. Elle le regarda tendrement. « Et elles sont ma guérison maintenant. » Ils ouvrirent quelques lettres ensemble, remplies de nostalgie adolescente, de jeunes rêves et de promesses dont aucun ne réalisait qu'elles leur avaient été volées. Pour chaque lettre qu'Adam expliquait, Rose en révélait une qu'elle lui avait écrite, toujours gravée dans sa mémoire bien que jamais livrée. « J'ai écrit sur la perte de ma mère, » chuchota-t-elle. Le visage d'Adam s'adoucit de chagrin. « J'aurais dû être là. » Elle secoua doucement la tête. « On t'a tenu à l'écart. Ce n'était pas ta faute. » Ils partagèrent un moment de calme alors que Sibusiso traçait les lettres avec ses petits doigts. « Est-ce que ça veut dire que tu vas épouser Docteur A ?» demanda-t-il innocemment. Les joues de Rose rougirent tandis qu'Adam gloussait. « Il va plus vite que l'histoire, » dit-elle en souriant. Adam toucha sa main. « Mais peut-être qu'il n'a pas tort. » Un soir, Rose rentra de cours et trouva Sibusiso sautillant d'excitation. « Maman, Docteur A laissé quelque chose dans ta boîte, » annonça-t-il. Rose fronça les sourcils de manière ludique. « Dans ma boîte ? Quelle boîte ?» Il pointa la boîte en bois sous son lit. Lorsqu'elle la sortit, une nouvelle enveloppe reposait sur le dessus, de couleur crème, scellée avec soin, différente des vieilles lettres usées. Son souffle se coupa. Adam se tenait silencieusement dans l'encadrement de la porte, les mains jointes derrière le dos. « Ouvre-la, » dit-il doucement. Rose s'assit sur le lit, le cœur battant, et décacheta l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre écrite de la même écriture familière qu'il avait autrefois portée à travers les océans. Cette fois, la lettre t'est parvenue, commençait-elle. Ses yeux se brouillèrent alors qu'elle continuait sa lecture. Tu as porté la douleur, la perte et la responsabilité avec une force que j'admire. Tu as reconstruit ta vie morceau par morceau. Et à travers tout cela, mon cœur est resté avec toi. Rose Dlamini, veux-tu m'épouser ? Sa main vola à sa bouche alors que les larmes coulaient sur ses joues. Adam s'approcha, s'agenouillant devant elle, non pas comme l'héritier riche, non pas comme le garçon de son passé, mais comme un homme la choisissant sans hésitation. « Rose, tu es l'amour de ma vie, » chuchota-t-il. « Dis oui. » Elle sanglota doucement, hochant la tête à travers ses lèvres tremblantes. « Oui, Adam, oui. » Sibusiso couina de joie et courut dans les bras d'Adam. Adam le souleva en jouant.
Alors, je peux faire partie de votre équipe maintenant? Le petit garçon hocha la tête fièrement. Rose tendit les bras vers Adam, les attirant tous les deux dans une étreinte larmoyante. Dans cette petite chambre de Soweto, la fille qui frottait autrefois les sols dans le manoir d'un autre se tenait enfin au centre de sa propre histoire, non plus oubliée, non plus négligée, mais chérie par l'homme qui l'avait toujours, sans le savoir, portée dans son cœur. Verset biblique de l'histoire, nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, verset 28. Morale de l'histoire, le véritable amour, peu importe à quel point il est retardé ou perturbé, ne peut être détruit par les mensonges, la distance ou l'interférence humaine. Lorsque les cœurs sont sincères et que les destins s'alignent, Dieu a une façon de restaurer ce qui a été perdu et de transformer la douleur en un but. La patience, la persévérance et l'intégrité vous mèneront toujours à la vie qui vous est destinée. Prière de clôture, Père Céleste, merci de nous rappeler qu'aucune douleur n'est vaine et qu'aucun destin ne peut être volé lorsque ta main est sur nos vies. Apprends-nous à faire confiance à ton timing, à pardonner là où nous avons été blessés, et à marcher avec audace vers l'avenir que tu as préparé. Bénis nos cœurs avec la guérison, la force et une foi inébranlable. Que ton amour guide chacun de nos pas. Amen. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de ce récit? Laissez vos pensées dans la section commentaires. Laissez un j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être averti dès la sortie de nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.